Bonjour et bienvenue sur le podcast Par voix basse à voix haute. Que vous soyez posé dans le canapé, sur la route ou en train de jongler avec votre journée, prenez place à nos côtés. À notre micro, vous entendrez des expériences en maison de naissance, des témoignages de sages-femmes et enfin des sujets liés à l'accouchement physiologique. Ici, les voix résonneront haut et fort. Nous ne sommes pas des professionnels de la périnatalité, mais deux mamans passionnées, convaincues que chaque famille a le droit d'avoir le choix du lieu où elle souhaite donner naissance. Notre objectif est simple, mettre en lumière les maisons de naissance en métropole et en outre-mer. Non pas en opposition aux autres formes ou lieux d'accouchement, mais bien comme une option précieuse dans le panel des choix possibles. Nous espérons que cette saison vous offrira des réponses, des inspirations et peut-être même des émotions. Nous souhaitons avant tout transmettre des expériences intimes et authentiques. Alors bienvenue derrière les portes des maisons de naissance, bienvenue dans Par voix basse à voix haute. Ce mois-ci, nous retrouvons à nouveau Laurette que nous avions eu le plaisir d'interviewer en saison 1. Elle est venue répondre à nos questions sur la thématique des pathologies et handicaps suivis en maison de naissance. En effet, malgré un cadre réglementaire précis et strict, les maisons de naissance peuvent accueillir certaines pathologies ou handicaps. Quels sont-ils et comment savoir si notre situation peut être accueillie ? Comment les sages-femmes appréhendent ces couples avec une histoire particulière ? Quelle richesse trouve-t-on dans ces suivis atypiques ? Dans cet épisode, vous découvrirez des cas particuliers ainsi que des explications claires sur la sécurité et la législation structurant les maisons de naissance. Aujourd'hui, Laurette nous partage une fois de plus son expérience avec douceur et passion. Bonjour Laurette. Bonjour Capucine et Julie. Bonjour Laurette, merci de revenir à notre micro. On est content de t'accueillir une deuxième fois pour parler cette fois-ci des pathologies et handicaps dans le cadre des maisons de naissance. Eh bien, merci de m'accueillir, je suis ravie. Oui, ça fait très plaisir de te recevoir à nouveau, quelques mois plus tard. Et pour toutes les personnes d'ailleurs qui n'auraient pas eu l'occasion de t'écouter, Laurette est une sage-femme qu'on a eu l'honneur de recevoir déjà dans notre saison 1, qui avait répondu à toutes nos questions dans l'épisode 46, un épisode spécial sage-femme, qui est sorti en novembre 2024, et qui avait pour thème le temps de l'accouchement. Une interview pleine de douceur et qui aborde tous ces moments de pause et de silence, d'observation qui ont lieu au moment d'une naissance. Et donc vous pourrez le retrouver sur toutes nos plateformes d'écoute pour votre plus grand plaisir. Avant de nous résumer ton parcours et ton lien en maison de naissance, est-ce que tu peux nous faire un rappel de ce qu'est pour toi une maison de naissance ? Alors pour moi, une maison de naissance, c'est un lieu qui va accueillir toutes les familles, les couples, les femmes qui veulent accoucher naturellement et qui seront accompagnées uniquement par des sages-femmes. Donc pour moi, avant tout, c'est un lieu de rencontre, de vie, d'échange et un lieu aussi médical par la présence des sages-femmes où du coup les gens vont pouvoir se retrouver, vont pouvoir aussi retrouver leurs sages-femmes, pouvoir faire leur suivi et puis pouvoir accoucher naturellement dans une sécurité puisqu'ils seront avec des sages-femmes et comme la loi nous l'impose en France, d'être au plus proche de l'hôpital. Merci. Maintenant, est-ce que tu peux nous résumer en quelques phrases qui tu es et ton parcours pour les personnes qui n'auraient pas eu l'occasion d'écouter ta précédente interview ? Alors, je suis sage-femme depuis 10 ans. J'ai exercé dans plusieurs hôpitaux. Avant de me lancer en maison de naissance, ça fait 7 ans que je suis en maison de naissance, du coup à la maison de naissance, le temps de naître en Guadeloupe. J'ai toujours eu envie de faire du suivi global, mais je me sentais pas juste en sortie d'école de pouvoir faire du suivi global. Voilà, j'avais fait un stage, j'avais eu la chance de faire un stage avec une sage-femme qui faisait accouchement à la maison. Et je m'étais dit, waouh, mais c'est vraiment la relation qu'elle a avec les gens, le fait qu'elle les connaisse avant, en fait, ça fait vraiment toute la différence. Et je comprenais aussi pourquoi, j'avais lu plein de récits de femmes qui accouchaient à la maison, qui n'avaient rien à voir avec ce que je pouvais voir à l'hôpital. Donc voilà, j'ai fait mon parcours de 3 ans à l'hôpital. Et puis quand j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler en maison de naissance, j'étais super ravie et super honorée de pouvoir travailler dans ces conditions et avec des collègues qui sont vraiment merveilleuses. Donc j'étais en hôpital à ce moment-là et j'ai démissionné pour pouvoir venir travailler à la maison de naissance. Voilà, et ça fait 7 ans que je travaille à la maison de naissance. C'est vraiment une joie et un honneur. Ah, c'est génial. Merci pour le rappel. Maintenant, on va parler de comment est organisé l'accueil des pathologies et des handicaps au sein d'une maison de naissance, en tout cas dans celle où tu exerces actuellement. Ok. Et donc pour commencer, on va aborder particulièrement pour l'instant les pathologies liées à la grossesse, au bébé et éventuellement aux grossesses aussi précédentes.
Et on aimerait, pour introduire, la chose, que tu nous rappelles quelles sont les pathologies de grossesse qui sont strictement refusées en maison de naissance et pourquoi? En tout cas les principales. Donc à l'heure actuelle où on parle en 2025, il n'y a pas de consensus vraiment commun à toutes les maisons de naissance pour savoir quelle patiente est éligible et quelle femme ne le serait pas pour quelle pathologie. Voilà, la seule chose que OK. nous dit la loi, c'est que nous n'avons pas le droit d'accueillir en maison de naissance des bébés qui se présenteraient par le siège, des mamans qui porteraient des jumeaux ou des mamans qui auraient déjà accouché par césarienne en fait une première fois antérieurement. Et après, il n'y a pas de consensus sur quelles femmes sont éligibles ou pas éligibles pour la maison de naissance. Il y a un groupe qui doit se réunir avec l'HAS, la Haute Autorité de Santé, pour pouvoir faire ce tri et cette éligibilité. Mais encore à l'heure actuelle, il n'a pas eu lieu. Donc ça veut dire que chaque maison de naissance va définir quels sont ses critères d'acceptation ou de refus, en sachant que ça se base toujours sur notre exercice de sage-femme, c'est-à-dire qu'on est compétente pour accompagner la physiologie, dépister la pathologie et pouvoir orienter les gens dans les bons secteurs de suivi. Donc du coup, il n'y a pas de consensus actuellement, au niveau des pathologies. Est-ce qu'on peut en déduire que quelle que soit, notre situation en tant que femme enceinte ou personne enceinte, on peut quand même tenter la demande en maison de naissance? Ou est-ce qu'il y a quand même certaines pathologies, même si au niveau de la loi, c'est pas, encore ratifié, mais où globalement, c'est des choses qui sont quand même rédhibitoires parce que vous savez qu'il y a un risque au moment de l'accouchement qui pourrait mettre, le pronostic vital de la mère et ou du bébé en jeu? C'est difficile d'établir une liste qui serait exhaustive parce que on l'a Oui, fait bien pour sûr. notre maison de naissance et ça fait 5 pages, donc je pense que je vais pas tout vous énumérer, mais Ouais. L'idée, c'est les grandes, pathologies, en tout cas celles peut-être qui se présentent le plus souvent. ouais. Alors déjà, pour répondre à la première partie de ta question qui était est-ce que voilà, on peut quand même se présenter à la maison de naissance et puis voir en gros est-ce que c'est possible pour la personne qui est enceinte de pouvoir être suivie à la maison de naissance. Déjà, je dirais oui sur ça parce que le premier rendez-vous, en tout cas nous à la maison de naissance le temps de naître, le premier rendez-vous, ça va être une réunion d'information où on va expliquer, répondre à toutes les questions que vont pouvoir avoir les gens, comment ça s'organise la maison de naissance, qu'est-ce que c'est le suivi à la maison de naissance, etc. Et après, le deuxième rendez-vous, c'est un rendez-vous qui va se faire seul avec la sage-femme, enfin la famille et la sage-femme référente. Et là, la sage-femme va passer en revue tous les antécédents, tout l'état de santé en fait de la personne enceinte et de son compagnon pour savoir est-ce que cette famille est éligible à la maison de naissance. D'accord. Voilà, donc déjà, je pense que oui, ça vaut le coup pour toutes les familles qui sont intéressées d'accoucher à la maison de naissance de pouvoir avoir ce rendez-vous pour savoir est-ce que ils sont éligibles ou pas à la maison de naissance. Après, en grande pathologie qui sont courantes à la grossesse, je pense surtout à tous les problèmes liés par exemple à l'hypertension. OK. Voilà, ça va être des pathologies qui vont être rédhibitoires. Le diabète, possiblement s'il est insuliné. S'il n'est pas insuliné, ça va dépendre des cas. Mais je pense qu'on en reparlera plus tard dans le podcast. Oui, ouais, ça fait partie justement des cas. Ouais, qu'on va discuter. Toutes les pathologies liées au bébé en fait à naître qui demanderaient une prise en charge particulière. Donc par exemple des malformations, on a des choses qui feraient qu'il y a besoin de spécialistes vraiment à la naissance. Pas toutes, hein. Il y en a qui vont pouvoir être à maison de naissance, mais il y en a qui vont demander des prises en charge dès la naissance. Voilà à quoi je pense là d'assez courant et commun. Et après d'autres petites pathologies d'autres petites spécificités de la grossesse qui sont pas très courantes et qui vont dépendre d'une région à l'autre. Mais par exemple, nous, à la maison de naissance, le temps de naître, on ne peut pas accompagner les dépassements de terme. Donc ça veut dire que toutes les femmes, quand elles arrivent à 41 semaines, c'est forcément un transfert pour la maternité. Car en Guadeloupe, on propose des déclenchements à tout le monde à partir du terme. D'accord. Oui, c'est vrai qu'en métropole, il y a aussi des propositions de déclenchement, mais avec un délai entre 4 à 6 jours, en tout cas des cas qu'on a pu déjà, interviewer, C'est ça. qui laissent du coup avec contrôle évidemment, de la maternité partenaire, mais qui laissent, ouais, quasiment des fois, jusqu'à 1 semaine de dépassement de terme possible si tous les
les critères sont bons. Si tout le tableau clinique est au vert, ouais. C'est ça. Donc ça va dépendre vraiment. C'est pas vraiment une différence Guadeloupe Métropole, c'est vraiment une différence d'équipe. Puisque en ce moment en France, il n'y a pas de consensus entre 41 semaines et 42 semaines à se dire. Oui. Voilà, exactement. Il y en a, de toute façon, c'est une autorisation de 2 jours, d'autres de 4, d'autres de 6. Donc oui, en effet, on a pu observer ça aussi. Ouais. Exactement. Pareil pour la rupture de la poche des os. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui peuvent rompre la poche des os et puis se mettre en travail 24, 48 heures après. Pas forcément de suite après la rupture de la poche des os. Et pareil, suivant les maisons de naissance, il y a des délais qui sont plus ou moins longs. Oui, j'entends. Je dirais pas que c'est des pathologies, mais c'est quand même des spécificités de la grossesse qui peuvent faire que les gens ne sont plus dans le parcours maison de naissance aussi. Tout à fait. Tout à l'heure, d'ailleurs, tu parlais des éventuelles malformations liées à un bébé. Je me demandais, donc on a parlé là des pathologies, on aimerait aussi aborder tout ce qui est de l'ordre du handicap. D'ailleurs, tu as sous-entendu, en parlant des malformations, que certaines choses pouvaient être admises dans le cadre d'une maison de naissance. Par rapport au handicap, alors que ce soit lié à la maman ou à l'enfant, qu'est-ce qui, a priori, serait rédhibitoire, quelle que soit la maison de naissance, on va dire, encore une fois, même si c'est pas légiféré, de se dire là, ça serait trop complexe pour nous à gérer vu la structure que nous sommes en termes de matériel médical. Tu parlais justement aussi de malformations ou de handicap liés au bébé. Quel serait par là même ce qui pourrait être admis ou non en maison de naissance? Alors, en fait, c'est tout ce qui va demander un traitement dès la naissance. Donc, je l'ai peut-être pas exprimé comme ça sur la question d'avant, mais pour les femmes, ça va être tout ce qui va, si elles ont un traitement, si elles sont suivies par un spécialiste au long cours, ça va être des situations où il va falloir re-questionner pour savoir pour la grossesse, est-ce qu'elles sont éligibles à la maison de naissance. Et c'est un peu le même pendant pour le bébé. C'est que, est-ce qu'il aura besoin de traitement dès la naissance qui ferait qu'il aurait besoin d'un pédiatre ou d'un chirurgien pédiatre. Par exemple, je pense à toutes les malformations cardiaques, par exemple. L'accouchement peut être complètement lambda, en fait, mais ça va nécessiter à la naissance qu'il y ait, par exemple, un chirurgien cardiaque pédiatrique qui ferait que, oui, il faut qu'il accouche dans une structure particulière pour avoir ces soins-là à la naissance. Et de ce fait, ça ne peut pas se faire à maison de naissance parce que on n'a pas d'équipe chirurgien cardiaque pédiatrique avec nous. Toutes ces malformations-là, qui sont importantes pour le bébé et qui nécessitent une prise en charge ou une surveillance à la naissance, parce que ça peut être pas forcément une opération qui va se faire de suite, ou ça peut être des surveillances. Ça va demander un niveau de soins supplémentaire, donc souvent un niveau de soins de niveau 3, de type 3, où les bébés doivent naître en fait. Après, il y a des pathologies, des malformations qui peuvent être mineures et qui probablement vont se remettre dans l'ordre de façon normale à la naissance. Je pense par exemple à ce qui est dilatation piélocalicienne, donc dilatation au niveau du rein du bébé, qui peuvent être assez banales en fait, banales, à surveiller en tout cas pendant la grossesse et puis l'après, où c'est des bébés qui vont, on va juste surveiller, est-ce qu'ils font bien leurs urines, et puis souvent on va leur reprogrammer des échographies à 10 jours de vie. Donc en fait, ils peuvent tout à fait accoucher à la maison de naissance, puisque à la naissance, même à la maternité, on ne fera rien de plus en fait pour ces bébés-là, par exemple. Les dilatations piélocalicielles modérées, bien sûr. On va regarder tout un tas de critères pour savoir est-ce que finalement ce bébé-là a vraiment besoin d'une intervention d'un pédiatre en maternité, ou est-ce que ça va se faire plus tard et c'est ok qu'il puisse accoucher à la maison de naissance. D'accord. Et du coup, là, tu viens de nous parler particulièrement des enfants. Au niveau des mamans, est-ce qu'il y a des handicaps physiques et ou mentaux ou psychologiques qui peuvent être rédhibitoires? Alors, nous, à la maison de naissance, le temps de naître, on n'a jamais eu de maman qui avait des troubles sensoriels. Pour tout ce qui est troubles sensoriels, moi, je vois pas de contre-indication à ça, finalement. Si ce n'est qu'on puisse vraiment s'adapter à la maman. Voilà. Si on avait par exemple une maman qui venait à nous et qui était malentendante, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas l'accompagner. Voilà. Il faudrait bien sûr qu'on arrive à communiquer avec elle. En l'occurrence, moi j'ai la chance de bien connaître la langue des signes parce que j'ai déjà malentendant dans ma famille, donc c'est quelque chose qui me poserait pas problème par exemple. Si par exemple on avait une maman qui avait un déficit visuel, c'est pareil, je verrais pas pourquoi elle ne pourrait pas accoucher en maison de naissance. Si la maman avait des troubles
par exemple, qu'elle était en fauteuil roulant, qu'elle avait des troubles moteurs, ce serait plus de savoir est-ce que, obstétricalement parlant, elle peut accoucher, en fait. D'accord. Parce que, par exemple, je pense à des femmes qui ont eu des multiples fractures du bassin, mais ça peut être compliqué pour ces mamans-là d'accoucher, et la voix basse, par exemple, ne peut pas, enfin, dans certains cas, ne peut pas se faire. Voilà. Donc, ce serait plus ces cas-là où je dirais, si, en fait, obstétricalement parlant, voilà, c'est des aménagements de position à trouver, d'ergonomie, je vois pas pourquoi finalement elle ne pourrait pas accoucher en maison de naissance. Ok, oui, finalement, c'est tant que vous trouvez un moyen soit de communiquer, comme tu disais, selon du coup le handicap sensoriel, soit d'adapter le lieu, ce qui est un peu déjà de base la pratique en maison de naissance, on va dire, par rapport aux besoins de la femme, c'est envisageable. Oui, je vois pas pourquoi ce serait contre-indiqué. Ok. Ouais. Et est-ce que vous avez déjà accepté des femmes qui ont eu des complications lors de grossesses précédentes? Alors, tout à l'heure, tu as brièvement parlé d'une issue césarienne qui était du coup un critère rédhibitoire pour un second accouchement en maison de naissance. Mais par exemple, lors d'une grossesse précédente, une femme qui aurait fait une prééclampsie ou un diabète gestationnel ou quelque chose comme ça, est-ce que ça va être rédhibitoire ou est-ce que vous allez, vu que c'est une nouvelle grossesse, observer le nouveau tableau clinique et réfléchir à la nouvelle situation? Alors, c'est tout à fait ça. On va toujours reprendre qu'est-ce qui s'est passé dans les grossesses d'avant et réfléchir à la nouvelle situation. Donc déjà, pour les femmes qui ont eu des césariennes et qui ont des utérus cicatriciels, je souhaite de tout cœur que la loi puisse changer. Parce qu'en fait, c'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas accès à la maison de naissance parce que ce serait tout à fait envisageable, en fait, de pouvoir accompagner ces femmes-là. Mais ça, c'est un autre débat. Mais pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup de pays dans le monde où ils accueillent les femmes qui ont eu une ou même deux césariennes. Je pense notamment au Canada où j'avais rencontré une sage-femme canadienne qui donnait des cours à l'école à Trois-Rivières, si mes souvenirs sont exacts, et elle avait dit qu'elle comprenait pas du tout pourquoi on n'accueillait pas les femmes qui avaient des utérus cicatriciels et qu'elles accompagnaient même les femmes qui avaient eu 2 césariennes à la maison. Voilà. Et c'est un point de vue canadien et pas français. Oui, ce qui est intéressant aussi dans tout ça, moi, du coup, du fait du podcast, forcément, on écoute et on lit tout un tas de choses liées à ça, c'est d'observer aussi qu'il y a plein de témoignages de femmes en France aujourd'hui qui accouchent, alors en maternité, clinique ou hospitalière, peu importe, qui ont eu des césariennes et qui témoignent d'avoir eu un 2e ou un 3e accouchement, comme tu dis, après 1 ou 2 césariennes, par voie basse, qui s'est très bien passé. Alors certes, c'est pas en maison de naissance ou à domicile, mais comme quoi, c'est envisageable. Ah oui, c'est tout à fait possible. Et en fait, il y a toutes sortes de raisons d'avoir une césarienne, et des fois, ça se reproduit pas du tout que les femmes aient une césarienne, en fait. Pas parce qu'on a une césarienne une fois que nécessairement la 2e fois, ce sera une césarienne, ou la 3e fois, ou la 4e fois. Tout à fait. Donc, voilà. Ça évoluera. Je le souhaite, en tout cas. Oui, je le souhaite aussi. Donc voilà, pour ces femmes-là, c'est sûr que oui, on pourra pas les accompagner du fait que ce soit bien écrit dans la loi. Et pour les femmes qui ont eu, par exemple, du diabète, de l'hypertension, un bébé qui est né prématurément. On pense aussi à l'hémorragie de la délivrance, qui est aussi quelque chose... Tout à fait, qui peut être courant, qui peut arriver en tout cas dans les antécédents. Ou un bébé qui a eu, par exemple, des passages en photothérapie. Voilà, il peut y avoir tout tas de raisons, en fait, qui s'est passé sur la grossesse d'avant, qu'on va pouvoir évaluer et qu'on va pouvoir voir, quels étaient les facteurs de risque à cette grossesse-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la femme a connu ça dans son parcours? Est-ce que c'est un événement qui va se reproduire ou est-ce que c'est un événement qui était singulier à cette grossesse-là et qui n'a pas lieu de se reproduire? Par exemple, une maman qui aurait eu une infection, je donne un exemple, mais à l'hystéria par exemple pendant sa grossesse, qui aurait fait une listériose et qui, de ce fait, a accouché prématurément. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui devrait se reproduire parce qu'avoir la listeria déjà une fois dans sa vie, c'est pas mal. Mais je veux dire, c'est pas un facteur de risque de prématurité comme par exemple une femme qui aurait une béance cervicale et qu'il faudrait par exemple cercler. Là, on sait que le risque de prématurité serait sûrement plus grand. Quoi. Une femme qui a eu du diabète, si elle a eu un diabète gestationnel qui est bien équilibré sous régime, c'est OK pour nous de l'accompagner à maison de naissance. En tout cas, je parle pour la maison de naissance, le temps de naître, parce que je connais pas toutes les conditions à tenir dans toutes les maisons de naissance.
Mais pour nous, une femme qui a eu un diabète gestationnel bien équilibré, c'est considéré comme une grossesse normale, donc c'est OK pour nous de les accompagner. Donc par exemple, cet antécédent-là, qui souvent, quand il y a une femme qui a eu déjà un diabète gestationnel, ça va quand même souvent se reproduire sur les grossesses d'après. On sait que c'est OK, par exemple. Ok. Une femme qui a fait une hémorragie, il va falloir un peu plus creuser, savoir pourquoi il y a eu l'hémorragie, qu'est-ce qui s'est passé, quelles étaient les conditions. Donc tout ça, on va pouvoir revoir ensemble et puis revoir aussi si c'est possible. Après, nous, on a vraiment à cœur de aussi travailler avec la maternité partenaire sur ces questions-là. Quand il y a une femme, on n'est pas tout à fait sûr de son éligibilité. Il y a des choses dans ces antécédents qui nous font penser que peut-être il pourrait y avoir quelque chose qui peut se reproduire. C'est quelque chose aussi qu'on va parler beaucoup avec nos partenaires. Parce qu'on a aussi envie que tout le monde se sente bien pour la naissance. Nous, pour le suivi, pour assurer la sécurité médicale. Mais on n'est pas seul à assurer cette sécurité médicale parce qu'on travaille avec un hôpital partenaire et on a envie qu'eux aussi, si jamais il doit y avoir un transfert, ils puissent se sentir sereins et sécures de pouvoir assurer la sécurité de cette famille. Oui, en fait, finalement, ce qu'on disait un petit peu avant, pas hésiter, en fait, finalement, quelle que soit la situation même d'une grossesse précédente, de venir vous en parler et vous prendrez le temps d'évaluer toute la clinique, qu'est-ce qui a provoqué ça et aujourd'hui, comment est le corps de la femme, du bébé, etc. Et à ce moment-là, ça reste envisageable, ce que tu nous expliquais, avec les fameux 2 premiers rendez-vous qui permettent vraiment d'évaluer la situation au cas par cas, de personne à personne et aussi de grossesse à grossesse, finalement, même chez une même personne. Exactement. Et après, pour moi, la force de la maison de naissance aussi, c'est de pouvoir travailler en équipe. Ouais. Donc, par exemple, je pense à une famille que je suis en ce moment. Elle a fait une hémorragie pour son 3e enfant. Et pour moi aussi, c'est de pouvoir recueillir tous les éléments qui ont fait qu'elle a pu faire cette hémorragie, pouvoir en discuter en équipe avec l'équipe de sage-femme et après pouvoir en discuter avec l'équipe de notre maternité partenaire pour savoir exactement aussi ce qui s'est passé pour l'hémorragie. Parce que des fois, le compte-rendu est pas forcément très exhaustif, etc. Donc, on va les reprendre dans le dossier, ce qui a pu se passer à ce moment-là, et puis revoir ensemble, est-ce que, pour cette femme, elle est dans les meilleures conditions pour pouvoir accoucher dans les conditions les plus sécuritaires pour elle aussi. Oui, je pense que c'est important en plus de faire ce genre de choses parce que dans l'idée que tu évoquais tout à l'heure, qu'il y ait à un moment donné en fait une uniformisation des pratiques de toutes les maisons de naissance au niveau de l'entièreté du territoire français, c'est important justement de réfléchir à ce genre de cas, de situations pour pouvoir créer le meilleur contexte sécuritaire pour les familles, pour les sages-femmes de la maison de naissance et aussi pour en effet les équipes qui travaillent avec vous dans les hôpitaux partenaires. Ouais, exactement. Parce que quand même, le but pour l'accouchement, ça reste que tout le monde soit en sécurité. Oui, c'est ce qu'on recherche, c'est que tout le monde soit en bonne santé et que les choses se passent le mieux possible pour tout le monde, en vrai. Je pense que un tel événement mérite bien ce soin-là. Maintenant, je vais laisser la parole à Capucine et vous allez discuter donc de l'autre pendant, de toutes les pathologies non contre-indiquées qui peuvent être acceptées et pour lesquelles vous auriez des solutions d'adaptation pour accueillir au mieux toutes les situations qui peuvent se présenter à vous en maison de naissance. Comme tu nous l'expliquais au tout début, du coup, toutes les pathologies ou tous les handicaps ne sont pas refusés. Enfin, tu nous as exposé un peu tout ça en maison de naissance. Est-ce que tu pourrais nous dire comment une maison de naissance peut s'adapter pour accueillir justement ces personnes qui seraient en situation de handicap physique notamment, ou qui auraient des pathologies qui auraient tendance à changer votre pratique pendant le suivi? Alors, pour toutes les femmes qui sont avec des handicaps ou des déficiences sensorielles, déjà, pour toutes les femmes qui seraient en handicap moteur, enfin qui auraient besoin par exemple d'un fauteuil roulant, on est un cabinet de sage-femme à la base déjà à la maison de naissance. Donc les maisons de naissance sont soumises à des normes PMR. Donc toutes les maisons de naissance sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite, parce qu'on parle des femmes qui peuvent être à mobilité réduite, mais je pense aussi au père en fait. On avait accueilli un père qui avait un handicap en fait. Voilà, il était pas en fauteuil roulant, mais il devait avoir une canne. Enfin bon, c'était assez galère pour lui de se mouvoir.
Mais du coup, oui, déjà, toutes les maisons de naissance sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Et pour toutes les femmes qui auraient des troubles sensoriels, je pense que c'est des adaptations qui se feraient au cas par cas. Mais c'est pareil, c'est normalement dans nos cabinets, dans nos pratiques, on doit pouvoir s'adapter à ce genre de personnes, à ces déficits qu'il peut y avoir. Et pour l'adaptation, pour les pathologies, alors, c'est notre travail de pouvoir dépister les pathologies, mais c'est surtout notre travail de pouvoir faire de la prévention. Donc, par exemple, je pense au diabète gestationnel. Il peut y avoir des causes qui sont complètement hors du contrôle de la femme parce que pendant la grossesse, il y a une insulinorésistance, etc., qui va favoriser possiblement les diabètes. Et il y a des femmes qui font du diabète gestationnel et qui ne feront pas de diabète juste après la grossesse, qui ont des facteurs de risque plus grands d'en faire quand elles seront plus âgées et qui ne continueront pas à être diabétiques juste après la grossesse. Mais par rapport à ça, par exemple, je pense à toute la prévention qu'on fait sur l'alimentation. Alors, on passe beaucoup de temps dans nos consultations à beaucoup parler d'alimentation. Et je pense que par là aussi, on peut quand même arriver à réduire le taux de diabète juste en parlant d'alimentation dès le début de la grossesse, en fait. Ouais. Ça va pas réduire tous les diabètes, mais c'est aussi des préventions qu'on fait dans ce sens-là. Voilà. Je pense aux hémorragies qu'on a parlé tout à l'heure. C'est pareil, il y a beaucoup de prévention qui est fait en amont en maison de naissance. Parce que le moment de la délivrance va être un moment qui est encore très suivi, très sacralisé. Donc, on continue à être dans la même dynamique que pour l'accouchement, par exemple. On va bien réchauffer les femmes. On va les laisser vraiment avec leur bébé, leur conjoint ou la personne qui est là pour les soutenir pour pouvoir sécréter toute l'ocytocine que donne le moment de la naissance. Voilà, donc. Il y a l'aspect de s'adapter à la pathologie qui arrive, mais il y a aussi en amont toute la prévention qui peut être faite pour que la pathologie ne survienne pas non plus, en fait. Et ça, c'est un rapport de l'OMS aussi qui a été publié, je vous dirai plus l'année, mais qui montre qu'en fait, les femmes gardent une meilleure santé quand elles sont suivies par des sages-femmes. Mais c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de préventions qui sont faites, en fait. Ouais, j'imagine. Et est-ce que vous êtes amené à pouvoir demander à l'hôpital, par exemple, des équipements en plus ou des choses de ce type, ou du coup, vous avez pas le droit, si ça nécessite d'autres équipements, ça nécessite un transfert? On n'a jamais eu ce cas, mais je pense que ce serait pas du tout un problème pour l'hôpital de nous fournir des éléments en plus si jamais il y avait besoin. Ouais. En tout cas, nous, avec la bonne entente qu'on a avec notre maternité partenaire, je pense pas qu'ils refuseraient. Okay. Et après, en vrai, c'est assez basique ce qu'une femme a besoin pour accoucher. Enfin, je pense beaucoup à l'accouchement là parce que, comme je vous disais, en cabinet, on est quand même, on est en PMR, etc. Donc, voilà, je vois pas qu'est-ce qu'on aurait besoin de plus. Mais pour l'accouchement, ça reste quand même assez basique ce qu'une femme elle a besoin. C'est si on a un sol sous nos pieds, ça va fonctionner quoi. Oui. On peut avoir plein d'autres choses. Par exemple, si vous avez à l'aider à la transporter dans la baignoire, tu vois, par exemple, ou des fois il y a des équipements pour déplacer les gens qui ne peuvent pas se déplacer, enfin tu vois, que vous avez pas de base, j'imagine, à la maison de naissance. Non, qu'on n'a pas de base. Je réfléchis à la pièce où on est nous, c'est une salle d'accouchement qu'on a reconvertie et qu'on a aménagée. Donc en soi, c'est une salle d'accouchement qui est un peu plus cocooning et tout, qui est un peu upgradée entre guillemets. Mais je veux dire, c'est une des salles du bloc obstétrical. Donc s'il y avait des aménagements qu'on aurait fait dans cette pièce, ce serait possible. Okay. Mais je veux dire, c'est si tant est que la pièce est accessible à ça. Et si tant est que, par exemple, amener une femme dans la baignoire est sécuritaire. Oui. Il y a des femmes aussi à qui on va dire, on verra au moment de l'accouchement si c'est possible pour toi d'accoucher dans l'eau, suivant comment elle est pendant le travail, si elle est mobile, etc. Parce qu'il y a quand même des femmes aussi qui peuvent avoir un poids qui est important, qui est possible d'accueillir à la maison de naissance, mais un poids qui est important. On va leur dire, moi je suis pas capable d'assurer ta sécurité si tu accouches dans l'eau et que par exemple tu fais malaise dans l'eau. Du fait que je vais rien pouvoir faire pour toi si tu es dans l'eau et que tu fais malaise. Donc c'est pas qu'une histoire pour moi de voilà d'handicap ou quoi, c'est aussi qu'est-ce que nous on est capable d'accueillir et qu'est-ce qu'on est capable de dire que là oui, je suis capable de te mettre en sécurité médicale, mais dans tel cas, je serais pas capable. Voilà. Oui, on y revient au cas par cas, quoi, à la personnalisation du suivi. Exactement. Et dans les deux sens, quoi. C'est ça, et c'est super, c'est un point super fort à la maison de naissance, la personnalisation du suivi. Et le fait aussi que on a des limites en tant qu'humain, en tant que professionnel, et qu'il faut les entendre. Pour moi, c'est pas une
une victoire si les femmes elles ont accouché dans l'eau. En fait, y a pas de, Oui. on s'en fiche un peu. Donc oui, s'il y avait une femme qu'on devait amener dans l'eau, mais qu'on devait transporter par différents moyens, etc. Si c'était possible de le mettre en place, ben c'est super. Et si c'est pas possible, c'est pas grave, on va l'accompagner hors de l'eau et on va l'accompagner sans cette option-là. Voilà, mais elle le saurait en amont, quoi. Oui. Et au niveau des protocoles, je me demandais, je sais que parfois vous réadaptez les protocoles dans l'après-coup sur des réunions de staff et ce genre de choses. Est-ce que ça peut arriver que, enfin, est-ce que tu penses, puisque du coup ça vous est pas encore arrivé, mais que par exemple s'il y avait une pathologie ou un handicap, il pourrait y avoir un peu une réunion de crise pendant son suivi, enfin une réunion, on va dire, posée là exprès par rapport à ce suivi-là, pour réadapter des protocoles qui pourraient d'une manière ou d'une autre, ne pas correspondre totalement à la situation due à un handicap quelconque ou à une pathologie quelconque, encore une fois, non refusée par la maison de naissance à la base. Oui, c'est ça la médecine en fait, c'est de s'adapter à chaque personne qui se présente et de pouvoir faire au mieux pour cette personne-là qui va enfanter. Donc oui, je pense que ce serait tout à fait possible et envisageable. Là, l'équipe partenaire avec qui on travaille, ils ont des staffs tous les matins, donc en fait, si on a un dossier à présenter, quelque chose où on a besoin d'en parler avec l'équipe, etc., ben on peut assister au staff tous les matins. Il y a souvent la plupart des médecins aussi qui y assistent. Donc c'est un moment où on peut en discuter. Pour moi, si on ne peut pas ajuster des protocoles à des personnes, c'est un problème. Parce que les protocoles, ils sont faits pour que les personnes soient en sécurité. Mais si c'est quelque chose qui fait que cette personne-là, ben en fait, elle ne rentre pas dans ce protocole, ben voilà, qui soit pas adapté à ce qu'elle est en train de vivre, ben c'est bien l'occasion d'en reparler. Et après, pour moi aussi, le protocole, c'est des choses qui vont nous permettre dans l'urgence de savoir qui fait quoi. Et de pas se retrouver à se dire, ah ben tiens, parce qu'on est 2 sages-femmes au moment de l'accouchement. Donc par exemple, je pense à notre protocole d'hémorragie de la délivrance. On sait exactement qui va faire quoi. La sage-femme référente sait ce qu'elle a à faire et la sage-femme qui est en soutien sait ce qu'elle a à faire. C'est pour permettre une organisation. Mais pour moi, un protocole, ça n'a aucunement la valeur de dire on va contraindre les gens à faire ci ou ça, quoi. Oui. Après, je pensais plus à l'éventualité que ça mette du temps à remettre en place un protocole et que du coup, ça soit trop de l'urgence sur un suivi, par exemple, trop court. Enfin, tu vois. Je pensais plus à cette question-là, mais du coup, apparemment, c'est quand même très malléable. Et surtout qu'avec un staff quotidien, c'est quand même facile. Ils sont facilement accessibles en fait finalement l'équipe de la maternité partenaire, en tout cas dans votre situation. Oui. Et après, à maison de naissance, on accompagne les suivis au plus tard à 28 semaines, justement pour avoir le temps de connaître le dossier, connaître les gens, etc. Donc, non, on a le temps de s'adapter à ce qui se présente, quoi. Ok. Pour en revenir au handicap sensoriel dont on parlait tout à l'heure, donc c'est une situation qui t'est jamais arrivée. Du coup, je vais te mettre dans une étude de cas. Tout de suite, on va te mettre... Non, je rigole. Mais quels sont, tu penses, les défis spécifiques qui seraient liés à ce type d'accompagnement? Quels outils ou méthodes tu penses que vous pourriez mettre en place pour à la fois la communication ou l'autonomie, si jamais ça se présentait, si demain, là, on venait frapper à votre maison de naissance et que tu devais faire face à ça, à quoi tu penses en premier lieu? Alors, pour moi, le défi du déficit sensoriel, mais je pense principalement à celui de la vue et celui de l'ouïe, ce serait la communication. Et pour moi, la communication pour l'ouïe et le fait de pouvoir se repérer spatialement dans la pièce le jour J pour une femme qui aurait un déficit. Alors, on n'a pas eu de femmes qui se sont présentées comme ça, mais on a eu, comme je vous ai dit tout à l'heure, un père qui avait une mobilité très réduite. Et je pense à notre papa que j'ai accompagné, qui avait un déficit de la vue à, je sais plus combien c'était, mais au moins 70 ou 80%. Voilà. Il y voyait, mais c'était vraiment, ça restait faible et c'était une maladie dégénérative qu'il avait, donc bon, voilà, il allait être aveugle à terme. Donc, pour ce père-là, ce qui a beaucoup aidé, ce que je suis en train de me rappeler, c'est que il connaissait bien la maison de naissance. Parce qu'ils sont venus au suivi dès le début, en gros, et du coup, ils s'étaient beaucoup repérés spatialement dans la pièce. Et on avait fait beaucoup de consultations aussi dans la chambre de naissance pour que le jour J, ils puissent avoir vraiment des repères qui soient vraiment ancrés dans la pièce. Parce que
globalement, pour moi, la communication pendant l'accouchement, il va y en avoir de la communication pendant l'accouchement. Mais c'est pas le point le plus, pour moi, le point le plus primordial. Ce qui va être primordial pour l'accouchement, c'est que la femme, elle puisse être dans ses sensations, elle puisse être soutenue, elle puisse être accueillie par ce qu'elle vit. Mais c'est pas forcément par la parole qu'on va le faire. On va pouvoir la masser, on va pouvoir être à ses côtés, elle va pouvoir être, donc je parle du point de vue sage-femme, mais avec son compagnon, elle va pouvoir être dans ses bras, elle va pouvoir se suspendre à lui. Enfin, ça passe par des choses qui sont pas forcément de l'ordre de la parole, de la communication. Donc, pour la femme qui serait par exemple malentendante, je serais pas gênée plus que ça dans le fait de ne pas avoir une énorme communication pendant l'accouchement. Ça peut être plus préoccupant entre guillemets s'il y a quelque chose qui se passe, qu'il va falloir lui expliquer, qu'il va y avoir un transfert, des choses comme ça. Ça, ok. Pour une femme qui accouche tout à fait normalement, la communication sera pas non plus. Enfin, elle peut passer par autre chose, en tout cas. Voilà. Et pour une femme qui aurait des déficits visuels, mais je pense que le fait qu'elle nous connaisse, le fait qu'elle connaisse l'endroit, le fait qu'elle ait pu se repérer spatialement dans ce qui se passe pour elle dans cette pièce-là, ce serait vraiment un point super fort, quoi. Oui. C'est l'avantage du suivi global, finalement. C'est ce qui ressort aussi. Oui. Non, mais moi, je n'y vois que des avantages. Moi, sinon, je travaillerais pas à maison de naissance, c'est sûr, parce que quand le téléphone, il sonne à 3 heures du matin, il faut être motivé à ça. Mais je pense que pour tout le monde, c'est mieux, en fait, parce que la sage-femme, c'est pour qui elle part, donc quand même, on n'est pas des robots. Enfin, humainement, moi, je trouve que c'est super facile de savoir qui c'est qu'on a, enfin, voilà, quelle famille on va accompagner, etc. À l'hôpital, ça me demandait aussi beaucoup d'énergie de me dire, alors, qui ils sont, quelle est cette famille, rentrer en contact avec eux, dans un moment où c'est pas évident, en fait, parce que les gens, ils sont pas dans la communication, comme je vous raconte, pas dans l'accouchement, ce qui est bien normal. Donc, oui, c'est un énorme avantage d'être en suivi global pour pouvoir s'adapter aux gens et s'adapter à ce qui se présente à eux, quelle que soit leur situation, en fait, parce que on est en train de parler de mobilité réduite, de déficit sensoriel, etc., etc. Mais sans même parler de ça, tous les êtres humains ont des spécificités qui font que il y a des choses avec quoi ils vont être très à l'aise ou pas. Je veux dire, j'ai vu des femmes qui m'ont attrapée pendant l'accouchement et j'étais collée à elles parce qu'elles avaient besoin d'un contact qui était énorme, et d'autres, vraiment, d'avoir quelqu'un qui est là dans la pièce avec eux, ça les gonfle, quoi. Même leur conjoint, c'est trop dur pour elles. Donc, en fait, ok, c'est pas un déficit sensoriel, mais n'empêche que c'est des spécificités humaines. Donc, pour moi, c'est un peu du même ordre. Je veux dire, c'est des spécificités humaines de cette personne qui peut avoir un problème auditif, problème de vue, etc., etc. Mais on est tous particuliers. Donc, il y a à tous, il y a s'adapter à ce que l'humain nous donne. Je pense à tous les gens, par exemple, qui sont, on en parle beaucoup maintenant parce que c'est, voilà, on a un peu plus de connaissances dessus, mais tous les gens qui sont HPI, qui sont TDAH, etc., etc. Il y a des adultes qui sont encore dans ces configurations-là et qui vont avoir un abord de communication et une façon de faire avec les autres qui sera particulière. Ça aussi, en fait, il faut s'y adapter. On va pas le nommer un déficit sensoriel et déficit moteur, etc. Mais n'empêche que c'est une spécificité humaine à laquelle il va falloir s'adapter parce que ça demande une approche particulière. Et encore une fois, le fait de se connaître très en amont pendant la grossesse. Donc pour nous, à la maison de naissance, ça aussi, il me semble que c'est une spécificité dans la loi. Avec un suivi au plus tard à 28 semaines, ça permet de vraiment pouvoir s'adapter aux gens, quoi. Donc, si j'avais une femme malentendante en face de moi, demain qui se présentait à la maison de naissance, comme je vous ai dit, moi je connais bien la langue des signes, donc ce sera pas un problème pour moi. Mais je pense que pour mes collègues, ce serait soit de faire un bout du chemin à apprendre la langue des signes, soit à pouvoir communiquer, je sais pas, avec une ardoise par exemple, ça marcherait très bien en fait. Je me demandais d'ailleurs si vous pouviez être amené à échanger les équipes en cas d'inconfort, par exemple, si tes collègues se sentaient pas confortables alors que c'était finalement elle qui devait être référente. Enfin, je sais pas comment vous organisez au niveau des référentes, mais est-ce que vous pourriez aménager ce genre de choses, à changer les équipes en fonction aussi à quel point la personne se sent à l'aise professionnellement, comme tu disais tout à l'heure, avec cette situation? Et en fait, on le fait déjà parce que nous, on fonctionne par secteur de là où on habite et là où habitent les gens pour pouvoir avoir la sage-femme référente. Mais
des fois, ça nous arrive pour X ou Y raison de suivre des familles qui sont pas sur notre secteur, en fait. On dit bien aux gens que ce sera pas nous, forcément, qui iront faire les visites après à la maison, parce que la Guadeloupe est grande et qu'on peut pas faire tout le territoire. 1h30 de route aller-retour pour aller voir des familles, en tout cas pas tout le temps. Mais voilà, je pense à une famille à l'heure actuelle que j'accompagne, qui n'est pas sur mon secteur, mais en fait, je les ai accompagnés pour leur premier bébé. Et du coup, pour leur deuxième, ils avaient envie que ce soit moi qui les accompagne pour le suivi en tant que référente. Et c'est déjà des aménagements qu'on fait. Ou alors des familles où on sent que ils sont pas à l'aise forcément avec une sage-femme, ils seront plus à l'aise avec une autre. Et du coup, on leur propose de pouvoir switcher. Même si c'est pas la sage-femme de leur secteur, tant pis. Mais en tout cas, on s'ajuste déjà à ça parce que, encore une fois, on pense que ce qui est bon, c'est que la famille se sente à l'aise, en fait, pour la naissance, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir exprimer leurs peurs, etc. Oui, c'est de la sécurité émotionnelle, en fait. Exactement. Et en fait, le plus important, c'est pas nous, en tant que sage-femme, enfin, c'est bien qu'on puisse y vivre des expériences positives à la maison de naissance, nous aussi, en tant que sage-femme, mais je veux dire, le plus important, c'est que la famille, elle se sente à l'aise. Donc, si elle se sent plus à l'aise avec une sage-femme ou une autre, il n'y a pas à hésiter, quoi. Et encore une fois, pas que pour les déficits sensoriels ou moteurs. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on parle plus spécifiquement de ça puisqu'on voulait le mettre en lumière, mais bien entendu que c'est avant tout une question de spécificité humaine. C'est ça. Et tu avais dit tout à l'heure, Julie, aussi, s'il y avait des déficits mentaux. Alors, il y a les déficits mentaux qui sont vraiment dans une catégorie de pathologie. On peut penser notamment à des trisomies ou ce genre de choses. Mais là, tu vois, tu viens d'évoquer typiquement l'hyperactivité, les troubles de l'attention ou ce genre de choses. On peut penser aussi à la bipolarité, à la schizophrénie, mais qui, avec des traitements avérés depuis plusieurs années, peuvent être absolument stabilisés. Voilà, j'ai un peu cette curiosité parce que c'est pas... Il y en a qui sont vraiment pathologies, il y en a qui sont troubles du comportement. Donc, vu que je suis pas du domaine médical, je sais pas exactement la dénomination, mais un peu tout ça qui pourrait, comme tu disais, en fait, entraver partiellement la communication, mais qui pourrait ne pas être un critère absolument rédhibitoire, si tant est que la professionnelle se sent OK avec ça, enfin un peu comme ce que tu disais par rapport à la langue des signes ou ce genre de choses. Enfin, je sais pas, c'est... En fait, pour moi, déjà, ce serait que la femme puisse vraiment faire son choix éclairé. Donc, je pense à toutes les patientes qui sont trisomiques, etc. Je connais pas toutes les formes de trisomie, mais... La trisomie 21, je crois qu'il y a de la stérilité, donc je pense que ça fonctionne pas pour la trisomie 21. Mais... En tout cas, toutes les femmes qui ont des déficits mentaux qui pourraient faire que, sans parler forcément de la trisomie, mais des déficits mentaux qui pourraient faire que elles ne puissent pas faire leur choix complètement consciemment, ça, ce serait pour moi un facteur qui serait contre-indiqué à la maison de naissance parce que c'est vraiment un choix qu'on doit faire en conscience, savoir si on a envie d'accoucher naturellement ou pas. Donc, bon, il y a ce premier aspect-là. Et après, pour toutes les autres pathologies, donc les pathologies voilà, du type TDAH, HPI, etc. Je pensais aussi à l'autisme, par exemple, parce qu'il y a des formes d'autisme très légères qui n'entravent pas plus que ça, finalement, la communication ou le lien social. Ouais, exactement. Et puis en plus, pour les femmes, des fois, c'est vraiment pas dépister l'autisme, parce que c'est plus difficile à dépister que pour les hommes. Ouais, tout à fait. Pour moi, ça, c'est pas du tout un critère rédhibitoire. Ok. Ça va être vraiment une adaptation humaine. Mais l'adaptation humaine, c'est en permanence ce qu'on fait, en fait. Et c'est ça que je trouve génial, vraiment merveilleux de pouvoir avoir ce suivi personnalisé, de connaître les gens. Et c'est ça qui m'a plu vraiment quand j'avais fait mon stage avec la sage-femme qui faisait les accouchements à la maison, où j'avais pas vu d'accouchement, mais en fait, j'avais trouvé ça trop bien, quoi. Qu'elle les connaisse avant, qu'ils aient pu... Il y a plein de barrières qui tombent, en fait. Parce que quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on n'est pas super ouvert, super open, super à pouvoir lui raconter toute notre vie, etc. En tout cas, pas tout le monde dans ce mood-là, et c'est bien normal. Et de rencontrer les gens juste au moment de l'accouchement, c'est intense, quoi. Donc forcément que les gens vont se mettre des barrières, Je veux dire, j'ai pas vu les femmes accoucher à l'hôpital comme je les ai vues accoucher à la maison de naissance, quoi. J'ai pas une femme qui m'a attrapée à l'hôpital et qui m'a collée à elle pendant tout le temps de son accouchement. Ça s'est pas passé, en fait. Ça pourrait, hein, mais je veux dire, en tout cas, des récits que j'avais lus des femmes qui accouchaient à la maison et de ce que je voyais à l'hôpital quand j'étais étudiante, ça n'avait rien à voir. Mais c'est normal, parce que elles étaient en confiance, elles étaient avec des gens qu'elles connaissaient,
Elle pouvait vraiment lâcher prise à ce qu'elle était en train de Oui. vivre. C'est pas la Et même puis forme après, bon, d'intimité, quoi. exactement, c'est pas la même forme d'intimité. Et puis après, j'avais vu quand même aussi beaucoup de femmes qui accouchaient sous péridurale, donc c'est encore un Oui, autre chose. une autre histoire. En tout cas, voilà, pour tout ce qui est TDAH, HPI, forme légère d'autisme, etc., etc., pour moi, ça va être de l'adaptation humaine. Et il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas du tout au courant, qui sont dans ces configurations-là. Et ça se fait, en fait, Oui, ça se naturellement. fait, C'est ça. voilà. Et je pense aussi aux moyens de communication qu'on a à l'heure actuelle, parce que je me rappelle d'une femme que j'ai suivie qui était HPI. Et vraiment, cette femme, quand je l'avais en consultation, le lien était bien passé entre nous, hein. Mais c'était super éprouvant pour elle de pouvoir parler en consultation et elle me regardait toujours avec des grands yeux et elle se demandait toujours ce que j'allais lui poser comme question. Mais par contre, elle me parlait énormément par WhatsApp. Je pense que le système de la communication écrite et le fait que elle était pas directement en contact dans sa sphère intime et tout, c'était beaucoup plus simple pour elle. Ouais. Et ça, je trouve ça génial qu'on puisse avoir plusieurs moyens de communication Ouais. parce que ça nous permet de... ok, on n'a pas parlé là de visu en consultation autour d'une table, mais on a pu en discuter aussi par d'autres moyens. Et ça, je trouve ça... Le lien existe. C'est ça, le lien existe et c'est vraiment... C'est chronophage, WhatsApp pour nous les sages-femmes, mais franchement, je trouve ça merveilleux parce qu'il y a des gens qui vont vraiment pouvoir se livrer sur des choses où ils sont pas capables de le faire en visuel, quoi, faire de face à face, quoi. Ouais. Et après, t'as parlé de toutes les formes de psychiatrie, schizophrénie, etc. Alors là, ça va être encore du cas par cas, ça va être dépendant des traitements que les femmes prennent, et puis souvent, ça va impacter le fait qu'il y ait une surveillance chez le bébé à la naissance. Oui, ok. Oui, on retombe en fait dans cette situation. Ouais. Ouais, ça, je dirais plutôt non, parce que souvent, ça demande des traitements adaptatifs, et puis des surveillances du bébé à la naissance, mais à voir au cas par cas encore ce que ça donne. Ouais. Ok. Depuis tout à l'heure, on parle de pathologies déjà diagnostiquées, on parle de handicap déjà acquis depuis un temps, mais on se demandait si vous avez eu dans ta maison de naissance des cas, ou si tu as entendu des cas dans d'autres maisons de naissance, de situations où la femme enceinte vit un accident qui entraîne un handicap, ou qui entraîne en tout cas un bouleversement identitaire, enfin quelque chose qui va être flagrant dans sa grossesse et qui va bousculer beaucoup de choses et demander peut-être des réadaptations, mais en cours de suivi. Donc quelque chose qui lui arriverait au cours de la grossesse et qui nécessite des adaptations et même un suivi autre tout d'un coup, puisqu'elle vit quelque chose de peut-être choquant. Comment vous gérez ces imprévus quand ça se passe, si vous en avez déjà vécu, ou comment tu imagines que vous procéderiez? Alors, on n'a pas vécu avec des femmes, on a vécu avec un papa qui a eu un gros accident, et je pense aussi à une aînée qui a eu en fin de grossesse, c'est une histoire terrible, mais une petite qui avait 4 ans et qui s'est fait renverser par une voiture, qui va bien, hein, qui est en forme et tout, qui a pas de séquelles à l'heure actuelle, mais ça s'est passé en fin de grossesse et du coup la famille était partagée entre aller à l'hôpital parce que la petite qui avait 4 ans était hospitalisée, et puis le bébé qui est né dans la foulée, en fait. Voilà. Il y a eu l'accident et puis genre 12 heures après la mère elle a accouché, quoi. Ah oui, vraiment très ça a rapproché. été ça a été rapide. C'était pas 2-3 semaines, un mois, quoi. Non, ça a été vraiment dans la foulée et puis c'était vraiment super compliqué. Pour moi, là encore, ça reste de l'accompagnement, de l'empathie à ce que sont en train de vivre les gens, de les accompagner dans ce qu'ils vivent, et après, dans un terme purement médical, à savoir, est-ce que c'est toujours possible le suivi à la maison de naissance, est-ce que les adaptations sont possibles, mais comme une autre femme qui aurait ça de façon chronique. Oui, comme on Voilà. disait. Après, c'est savoir comment elle s'adapte et savoir de quoi elle aura besoin après l'accouchement. Pas dans l'accouchement, mais après l'accouchement. Parce que pour moi, c'est pareil que pour la femme qui peut avoir des traitements psychiatriques, etc. Est-ce que le fait qu'elle soit hospitalisée et qu'elle soit entourée et qu'il y ait cette surveillance-là des premiers jours, est-ce que ça va être quelque chose qui sera utile pour elle dans sa pathologie ou pas? Donc là, c'est pareil. Est-ce que le fait qu'elle ait ce trouble et le fait que ça puisse être très déstabilisant pour elle à la naissance, est-ce que par exemple, d'être hospitalisée après l'accouchement, ça pourrait l'aider à pouvoir trouver sa stabilité? Ou est-ce qu'au contraire, en fait, d'être dans un milieu qui est inconnu pour elle, ça va être complètement Ça va un rajouter moment une déstabilisant? Mm. Là encore, pour moi, c'est pas qu'une histoire de déficit sensoriel ou enfin voilà
Je me rappelle d'une femme qui m'a appelé à 37 semaines et qui m'a expliqué qu'en fait son conjoint, il était de nouveau emprisonné. Voilà, je savais pas qu'il avait été emprisonné une fois. Il m'avait pas raconté ça. Mais en fait, à 37 semaines, elle se retrouve seule avec son conjoint qui part en prison. Donc, oui, c'est pas un déficit sensoriel, mais n'empêche qu'il va falloir s'adapter à cette situation. Situation d'urgence, quoi. Oui. De crise. Situation d'urgence, et elle était vraiment très fâchée. Parce qu'elle avait vraiment pas envie qu'il reparte en prison, et normal. ça a été, c'était vraiment difficile pour elle. Donc, là aussi, c'est encore de l'adaptation. Bon, elle a accouché à la maison de naissance parce que de toute façon, il n'y avait pas lieu qu'elle accouche à la maternité. Ouais. Mais n'empêche qu'elle aurait pu aussi accoucher à la maternité parce qu'elle ne serait pas sentie d'être dans les premiers jours sans son compagnon, etc. Oui. Voilà, il se trouve qu'elle avait de la famille et que bon, on balise bien le retour à la maison parce que c'est pas question que la femme reste seule à la maison chez elle. Oui. Voilà. Là, tu viens de parler justement de situations où, dans le cas typiquement de cette femme, il y a eu peut-être une nécessité d'avoir un suivi psychologique à côté parce que c'est une situation inattendue. Tu parles du coup de grosse colère parce que ça peut se comprendre. C'est pas la situation dans laquelle elle aurait voulu que son enfant arrive, sans doute, dans laquelle elle se retrouvait à l'arrivée de ce bébé. Comment vous gérez l'accompagnement psychologique justement des futures mamans, alors que ce soit dans ce genre de cas très particulier ou même en général, situation de handicap divers et variés, troubles, déficits sensoriels, psychologiques, un peu tout ce qu'on vient de brasser et qui peuvent peut-être justement avoir des peurs, des angoisses liées à la grossesse, à la parentalité, au jour J de l'accouchement, dans tous les imprévus, on va dire, qui peuvent survenir liés à leur situation personnelle ou familiale, avec les dernières offres que tu nous as citées par exemple. Déjà, nos consultations, elles durent 1 heure à maison de naissance. En tout cas, nous, à la maison de naissance, le temps de naître. Donc, c'est pas 1 heure de partie médicale, parce que finalement, la partie médicale, ça va durer un quart d'heure, 20 minutes max, mais tout le reste de la consultation, ça va être vraiment de l'accompagnement de famille, d'écouter là où ils en sont, quelles sont leurs craintes, quelles sont leurs peurs, comment ça s'adapte pour eux. Voilà, donc il y a déjà tout cet accompagnement qu'on va faire, et puis à redonner de la clarté sur l'arrivée du bébé, sur la grossesse, sur ce qui se passe en fait pour eux, voilà. Donc déjà dans toutes les familles, quel que soit ce qui est en train de se passer, parce que une grossesse, un accouchement, l'arrivée d'un enfant, c'est bouleversant, hein, quelle que soit notre situation. Oui. Ça va remanier même des dans histoires. Même dans ce qu'on pourrait appeler être la norme, on va dire, ou le standard. Voilà. Ça reste, oui, un bouleversement. petit bouleversement, ouais. Oui, c'est un bouleversement. Je n'ai jamais vu quelqu'un se dire que, bon, ça m'a rien fait. C'est pas possible. Donc, Oui, ça change des cartes, ouais. Voilà. Et même si on accueille un premier, un deuxième, un troisième, un sixième, fait ça, voilà. Ça remanie toujours la situation. Ouais. C'est vrai. Et puis c'est le concept de l'enfant, c'est que l'enfant va venir à bousculer. Avec ce qu'il est, quoi. bousculer, nous confronter sur certains points que son frère, sa sœur ne va pas le faire, en fait. C'est normal. Ouais. C'est tout l'art de maturer en étant parent. C'est ce que ça nous amène en maturation de personnes, en fait. Donc, c'est merveilleux, c'est une grande chance. Donc, quelle que soit la situation qui est en train de se passer pour les gens, que ce soit ces situations extrêmes, donc de la maman que je vous explique, que son conjoint était en prison, ou n'importe quelle situation qui peut être basique, basique, où on voit pas, où il y a des problèmes particuliers. Je veux dire, l'accompagnement, il existe toujours et on va toujours passer beaucoup de temps à pouvoir écouter, accompagner, pas forcément conseiller. On n'est pas trop dans ça, nous, dans la maison de naissance en Guadeloupe, mais on est beaucoup dans l'écoute et dans l'explication de ce qui va se passer au niveau physiologique, par exemple, pour l'accouchement. On n'est pas trop dans le conseil. Parce qu'on pense que les gens, ils vont trouver leurs clés. Voilà. C'est chaque personne qui va pouvoir trouver qu'est-ce que c'est qui est inspirant pour lui dans sa vie. Mais c'est plus amener les gens sur qu'est-ce que c'est qui les inspire, qu'est-ce que c'est qui les fait rêver, en fait, pour pouvoir vivre leur vie au mieux. Donc, le conseil de tout un chacun, ça sera pas, je pense pas très adapté à ce qui s'organise pour cette famille qui est singulière. Ouais. Après, dans les cas où il y a des besoins d'aller consulter des psychologues, par exemple, pour des cas spécifiques ou pas spécifiques, hein, parce qu'encore une fois, ça bouleverse tout le monde, la grossesse, l'accouchement et tout. Ici, en Guadeloupe, il y a un réseau périnatal qui marche très bien et à qui on peut adresser les femmes, en fait, pour avoir des suivis psychologiques.
C'est des suivis psychologiques qui sont gratuits en fait. Donc il y a des psychologues du secteur. Enfin, il y a plusieurs psychologues sur toutes les communes et tout ça qui permettent aux femmes de pouvoir aller consulter si jamais il y a besoin. Ou elles peuvent consulter des psychologues qui n'ont rien à voir avec les psychologues du réseau et des psychologues en ville aussi. C'est tout à fait possible. Ouais. En fait, la question que je me pose, c'est que tu parles de ce réseau. Je trouve que c'est super bien, surtout que ça, j'imagine, si c'est un réseau, ça veut dire que ça brasse un peu tout le département de la Guadeloupe, etc. J'imagine qu'il y a le même genre de choses dans les autres départements français. La question que je me pose, c'est qu'une grossesse, c'est assez court dans le temps, finalement, c'est 9 mois, mais 9 mois, ça passe assez vite. Si, justement, c'est lié à un événement en cours de grossesse, est-ce que quand vous faites cette demande au réseau ou vous expliquez une situation, il y a quand même une réponse rapide par rapport à des situations, on va dire, d'urgence, dans le sens où l'accouchement est bientôt, elle a peut-être besoin de suite là de parler avant justement le jour J ou avant le postpartum immédiat pour justement dénouer quelque chose. Alors je pose cette question parce que je pense notamment aujourd'hui à certaines régions de France où les soins sont un peu difficiles d'accès ou mettent du temps à être pris en charge. Est-ce que justement dans le cas d'une grossesse, parfois il y a une réponse plus rapide pour justement aider les mamans à aborder, les choses, plus simplement ou en tout cas, accompagner? Ouais, et on est très très inégaux en France sur ça, sur la réponse aux soins. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Nous en Guadeloupe ça va. Franchement c'est rapide. Voilà, si une maman elle a besoin, le réseau va la recontacter de suite. Enfin, ça se fait rapidement. OK. Dans la semaine, dans les 2 jours, elle peut avoir un rendez-vous. C'est tout à fait possible en tout cas. Ah oui, c'est vraiment une réponse, immédiate en fait. Oui, 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 c'est vraiment rapide. On n'est pas en déficit de Mmh. professionnels de santé en ville, en Guadeloupe. Franchement, il y a pas ce problème-là comparé à d'autres régions de France. Mmh. Il y a des problèmes inhérents à la Guadeloupe sur la santé, sur voilà, on a la construction de nouveaux hôpitaux, etc., qui va amener du plus. Il y a des spécialistes qu'on n'a pas forcément parce qu'on est un dôme, etc., etc. Mais comparé à d'autres régions de France, et notamment, je pense à celle d'où vous venez, c'est complètement différent. Parce que Mmh. originairement, je suis limitrophe de votre département et je vois comment ça se passe dans mon département d'origine. C'est vraiment très compliqué. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en Guadeloupe. Oui, il y a des zones de déserts, médico-sociaux, en métropole, qui du coup amènent à cette difficulté de réponse dans des situations, où il y aurait un besoin, relativement rapide du fait C'est des ça. situations, particulières, comme, bah, le cas d'une grossesse, qui est très limité dans le temps finalement. C'est exactement ça. Oui. Ouais, il y a des zones où c'est vraiment, vraiment compliqué. Après, la grossesse, pour moi, ça devrait quand même être une situation d'urgence parce que, comme tu dis, ben, c'est pas infini, le truc, et il va se passer des choses qui sont importantes dans des enjeux qui sont courts, avec des délais qui sont courts. Donc oui, ça devrait être prioritaire. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui sont prioritaires aussi. Donc, Ouais. mm. Oui, il y a malheureusement, beaucoup de situations, qui nécessiteraient finalement une priorité et c'est difficile, Ouais. quand on manque de professionnels dans certaines régions de pouvoir répondre, à tous les besoins. Ouais. En tout cas, tu viens de nous parler, du réseau périnatal, qui existe en Guadeloupe, qui existe, dans d'autres, départements, hein, qui est plus ou moins fourni selon les régions et cetera. Est-ce que les maisons de naissance, hormis ce réseau périnatal, hormis, peut-être, quelques contacts liés, finalement peut-être à vos situations personnelles, de professionnels que vous connaissez vous parce que, la vie vous a amené à les côtoyer, est-ce que les maisons de naissance collaborent avec vraiment, d'autres professionnels, des spécialistes ou en tout cas des personnes qui sont spécialisées dans le handicap, pour assurer, bah, des suivis, optimaux? Par exemple, tu dis que toi tu connais la langue des signes, est-ce que vous pourriez, être amené à faire intervenir une personne spécialiste là-dedans pour aider à la communication, médiatiser, quelque chose ou dans de l'ordre du psychologique, que sais-je? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question, donc j'essaie de tirer tous les fils. Déjà, pour tout ce qui est lien avec la maison de naissance, avec une collaboration, avec un professionnel spécifique, etc. Si c'est un professionnel spécifique, tu vois, il y en aurait qu'un sur l'île qui ferait ça, oui, on peut se mettre en liaison avec lui ou quelqu'un qui saurait particulièrement bien parler la langue des signes
On parle la langue des signes, mais ça peut être aussi une langue étrangère. Hein. Oui, je prends cet exemple parce que c'est ton exemple personnel, mais en effet, c'est C'est n'importe quelle situation de communication nouvelle, quoi. C'est ça, parce qu'en fait là, cette année, on a eu beaucoup de pères qui parlaient qui étaient anglophones, qui parlaient pas du tout français, anglophone ou un autre qui parlait créole aussi guadeloupéen. C'était pas mal que ce soit mes collègues qui soient avec elle, avec lui en l'occurrence, parce que moi l'anglais c'était pas fou quoi. Voilà. Donc c'est pas la langue des signes, mais ça reste une communication autre. Tout à fait. Ceci dit, c'est moi qui ai accompagné une des familles pour l'accouchement et je me suis révélée en anglais, donc c'était un beau challenge. Donc si c'était pour quelque chose de spécifique où il faut un professionnel, voilà, qui est formé, que ce sera la seule personne qui est sur l'île, etc., ça sera pas compliqué d'aller la trouver et d'aller la chercher. Donc le réseau périnatal peut nous aider aussi à ça. Donc normalement, dans toutes les régions, il y a un réseau périnatal qui est organisé pour mettre les professionnels en réseau. Donc les réseaux sont plus ou moins actifs. Hein. On a un chouette réseau en Guadeloupe, mais pas comment ça se passe dans toutes les régions de France. Donc voilà, si c'était un professionnel qui a juste lui qui a cette compétence-là, ben c'est pas trop compliqué de choisir. Après, s'il y a plusieurs professionnels qui ont ces compétences-là, nous, on est déontologiquement, on n'a pas le droit de dire aux gens, tu dois aller voir cette personne ou cette personne. On va laisser libre choix aux gens de dire, ben il y a lui qui fait ce type d'accompagnement, de suivi, qui a ce type de compétences, etc. Tu peux aller voir qui tu veux. Et puis, suivant qui dans ton feeling ça passe bien avec toi et avec qui tu te sens à l'aise, ben tu peux garder cette personne. Je pense à ça aussi, par exemple, un exemple standard pour le suivi pédiatrique du bébé. Souvent, les gens nous demandent, qui c'est que tu me conseilles comme pédiatre ou comme médecin généraliste pour suivre mon bébé? Ben, on leur conseille personne parce que déontologiquement, on n'a pas le droit, en fait. Donc, on leur remet la liste des gens qui sont compétents à ça et après, c'est eux qui vont pouvoir puis après, il y a aussi cette dimension, comme tu dis, où vous pouvez avoir 1, 2, 3 bons retours d'un pédiatre spécialiste X ou Y qui aura plu à plusieurs profils de maman, mais qui ne correspondra pas du tout à la 4e personne. Tu auras beau la conseiller, lui dire mais vas-y parce que j'ai eu des bons retours de cette personne, elle ne se reconnaîtra pas dans cette relation au professionnel et au contraire, c'est quelqu'un d'autre qui lui plaira. Donc je pense que c'est aussi intéressant ce que tu viens de dire, de pouvoir proposer au sein du réseau plusieurs professionnels qui ont un peu la même spécialité ou la même orientation professionnelle pour justement finalement que chacun y trouve sa juste relation, en tout cas celle qui lui convient le mieux pour elle, son conjoint, son enfant, peu importe. Exactement. C'est exactement ça. Et c'est exactement la chose que je vous disais aussi pour la maison de naissance. C'est que il y a des familles, on sent, qui sont plus à l'aise avec une ou l'autre sage-femme. On n'hésite pas à switcher pour le suivi si jamais on sent qu'avec l'une ou l'autre ça passe pas, quoi. Donc oui, c'est ça. On peut pas dire aux gens va voir machin parce qu'il est bien. C'est tellement personne dépendant que. Et encore une fois, pour moi, ça fait partie de l'autonomie des gens. Hein. On n'a pas à conseiller des choses aux gens, ils sont dans leur autonomie et puis c'est eux qui vont pouvoir décider et choisir. En tout cas, en tant que sage-femme, après en tant qu'ami, en tant que parent, etc., on peut donner notre avis. En tant que sage-femme, pour moi, voilà, c'est ça. On n'a pas c'est pas notre travail en tout cas. Tu parles de la déontologie, donc là on parle vraiment du conseil ou en tout cas de l'approche professionnelle des choses. Je me pose une question, donc déontologiquement vous n'avez pas le droit d'orienter les gens, vous ne le faites pas d'ailleurs pour l'autonomie et tout ce qu'on vient de dire. Si à un moment donné, sur un des professionnels du réseau, du territoire auquel vous êtes lié, vous aviez un retour d'une situation délétère qui, vous en tant que professionnel, vous questionne sur la qualité professionnelle, je parle de la personne, parce que il y a eu des choses qui ont été soulevées justement dans la déontologie de la pratique professionnelle de la personne. Est-ce que par contre vous pourriez émettre une mise en garde? Par exemple, je vais citer un exemple, on va dire concret, mais qui n'a rien à voir. La personne cherche un psychologue, vous avez une liste de 10 psychologues. Sur ces 10 psychologues, vous avez un des professionnels qui a eu 1, 2, 3 remontées de cas où justement il a été border peut-être limite en faute professionnelle ou en tout cas il dépasse le cadre professionnel. Est-ce que vous pourriez émettre une espèce de mise en garde parce que justement vous aussi vous êtes soumis au code de déontologie? Je sais pas exactement comment ça fonctionne donc je me demande. À contrario du conseil, la mise en garde, est-ce qu'elle existe?
Au-delà de ça, je pense que c'est déjà, si la situation se présentait, parce que moi j'ai pas eu de situation comme ça en tout cas, Oui, on imagine un cas où ça pourrait se produire. moi je pense que déjà j'appellerais le professionnel pour savoir ce qui s'est passé, tu vois, parce que s'il y a une faute professionnelle ou quelque chose qui est étrange dans ce que j'entends des patients, ce serait déjà de pouvoir appeler le professionnel pour savoir exactement ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il en est pour lui. Et après, si c'est vraiment une Ok. faute professionnelle, c'est quelque chose qu'on doit faire remonter à l'ordre, en fait. Parce que c'est pas parce qu'on est professionnel de santé qu'on est quelqu'un de bienveillant que tout ce qu'on fait, ça fonctionne, quoi. Donc, Oui, non, mais c'est pour ça que je pose cette question. ouais. On entend beaucoup justement enfin beaucoup. On entend de temps en temps des cas de violence obstétricale, on entend des cas de débordement dans les suivis des fois psychologiques avec divers abus. Là, en fait, je pense aussi à toutes les situations de handicap ou de troubles du comportement où des professionnels peuvent être abusifs, tu vois, qui sont même passés en jugement, etc. C'est un peu, tu vois, toutes ces situations où ils continuent d'exercer le temps incertain d'un jugement, comme tu dis, d'une remontée à l'ordre ou ce genre de choses. Est-ce que voilà, vous, en tant que professionnel de santé, vous émettez du coup des réserves, des mises en garde ou ce genre de choses? Pour protéger entre guillemets «les futurs patients» suite à des excès quoi? Parce que ça reste des cas qu'on entend, régulièrement dans les médias quand même. Franchement, j'aurais du mal à me prononcer parce que ça s'est vraiment pas présenté à nous d'avoir ça, quoi. Tant mieux. Pas qu'il se passe rien en Guadeloupe, hein, mais l'île magique. Mais ouais, j'ai pas eu, on n'a pas eu particulièrement ce cas-là. OK, bah, tant mieux comme dit Capucine. Oui, je nous souhaite qu'on n'ait pas ce cas-là. Non, bah, je vous le souhaite pas du tout, hein. Après C'est voilà, clair. vous avez un nombre, limité de familles suivies donc évidemment ça ne brasse pas, toute la population du département non plus donc Oui, oui, clairement. Pour terminer, avant de conclure, je me demandais aussi s'il y avait des formations ou des sensibilisations qui sont proposées à votre équipe de sages-femmes pour mieux accompagner les femmes enceintes en situation, bah, de handicap ou, qui ont des pathologies, diverses et variées? Alors, on n'a pas eu ce genre de formation encore, mais ça pourrait être intéressant. En tout cas, voilà, si ça venait à nous. On a fait plein de formations, mais on n'a pas eu de formation spécifique sur le déficit moteur, sensitif, etc. OK. Et les formations qu'on a eues, c'est plus dans l'ordre de, comme je vous disais tout à l'heure, dans l'ordre de la prévention, parce que il y a des pathologies qui se préviennent en fait. Mmh. Tout ne va pas se prévenir et tout ne va pas se résoudre avec la prévention, mais on peut Oui. avoir quand même des choses qui vont se prévenir. Tu réduis les risques, quoi. Oui, c'est ça. Donc je pense à une formation, enfin des formations qu'on a fait. Une formation en particulier qu'on a fait avec Jacqueline Lavillonnière, qui est une grande sage-femme de renommée française, qui a fait pendant plus de 40 ans des accouchements à la maison, et qui en fait peut-être encore, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on a fait donc on a parlé de l'accouchement, des suites de couches et on a parlé de la grossesse et voilà, elle nous a aussi donné d'autres clés encore pour la prévention alimentaire, etc. pour les suivis de grossesse par exemple. Est-ce que tu penses que ce serait pertinent ou est-ce que t'aimerais ou t'as déjà peut-être entendu aussi des collègues qui seraient curieuses ou friandes de pouvoir, bénéficier de ce genre de formation? J'ai pas trop entendu de formation là-dessus, mais oui, bien sûr. Moi, je trouve que toutes les formations sont intéressantes. Non, probablement qu'il y a des formations qui sont pas très intéressantes, mais bien sûr, c'est super intéressant. Non, mais je veux dire le fait, enfin, je sais pas, moi, le concept d'apprendre et de me former, de savoir plus et tout, je trouve ça merveilleux, quoi. Enfin, Oui. Mmh. j'imagine qu'on devrait toujours avoir une part de formation dans nos vies parce que enfin, c'est trop chouette, quoi, d'ouvrir notre cerveau à d'autres trucs et tout. Donc oui, ce serait vraiment intéressant comme type de formation. OK. Et peut-être que c'est très accessible aux sages-femmes qui sont en métropole parce qu'on a quand même un déficit de formation en Guadeloupe Oui. qui est pas simple en fait parce que on fait venir des équipes pour nous former, etc. Je pense à Jacqueline qui a fait le déplacement, je pense à Christine Chotan qui nous a formés 3 fois sur des pratiques de Tony. On a l'APAD qui est une association pour l'accouchement à la maison qui va venir, ouais c'est ça, qui va venir pour nous former sur les gestes d'urgence extra-hospitaliers. Donc on arrive à faire venir des formateurs et tout, mais c'est pas aussi simple que en métropole. Ouais, j'imagine. Par exemple cette année je voulais passer mon DU d'acupuncture, ben je ne peux pas le faire à distance.
Et malheureusement, je ne peux pas me déplacer 6 fois dans l'Hexagone pour venir me former. Oui, oui, ça peut se comprendre. On a des accessibilités à la formation qui sont moins grandes qu'en métropole. Ouais. Hmm. Maintenant qu'on a fait un peu le tour de ton expérience de sage-femme, est-ce que tu pourrais nous résumer en quoi c'est important pour toi cette possibilité d'adaptation et de personnalisation du suivi, comme on a pu discuter tout au long de cette interview? Alors, pour moi, je trouve que mon métier est merveilleux dans le sens où c'est jamais routinier. Parce que l'humain est singulier et que c'est vraiment dans ça que je me régale. C'est que, par exemple, hier, j'ai rencontré une nouvelle famille et donc je leur pose toutes les questions du dossier médical et tout. Mais juste avant le rendez-vous, je me suis dit, ah ben, trop chouette, je vais rencontrer une nouvelle famille, une nouvelle histoire. Je vais savoir qui sont ces gens, comment ils vivent, comment ça se passe pour eux, en fait, la grossesse, leur mode de vie, et cette singularité, cette possibilité qu'on a en maison de naissance de pouvoir s'adapter, de pouvoir personnaliser le suivi, de pouvoir rencontrer les gens. Et comme je vous disais tout à l'heure, ils vont pas tout nous raconter au premier rendez-vous, donc on les découvre et ils se dévoilent au fur et à mesure des rendez-vous. Je trouve que c'est une vraie chance, en fait, de pouvoir avoir ce temps et de pouvoir s'adapter à la singularité de chacun, quel que soit le cas. Et on a beaucoup parlé des gens qui ne pourraient pas venir à maison de naissance pour X ou Y raison. Pour moi, c'est pas une fin en soi d'accoucher à la maison de naissance. Pour moi, le plus important pour la grossesse, pour l'accouchement, c'est de se sentir en sécurité. Là où on va enfanter, là où on va pouvoir, où le bébé va pouvoir venir se mettre au monde, et qu'on puisse tous être pris en compte dans nos singularités. Donc pour moi, le rêve, ce serait que tous les gens aient accès à un suivi qui soit global, qui soit personnalisé, et surtout que les femmes puissent avoir accès à une sage-femme pour leur travail et qui soit dédiée que à elles, quelle que soit la pathologie, quelle que soit la situation de vie, en fait. Que ça s'arrête pas aux familles qui peuvent avoir cet accès-là par les maisons de naissance. C'est possible, hein. C'est juste une réorganisation de notre vision de la périnatalité et du système de soins, mais c'est quelque chose qui est accessible, hein. Ouais. On a eu le congrès là des maisons de naissance en mai, le premier congrès de maisons de naissance en mai 2024. Oui. Il me semble que c'est Annie Jonker qui parlait de comment ça s'organise en Nouvelle-Zélande. Mais en Nouvelle-Zélande, tout le monde a un référent, pendant la grossesse, quel que soit ce qu'il arrive, en fait, de pathologique, pas pathologique, etc., ça sera toujours la même personne qui va faire fil rouge. Et c'est quelque chose qu'ils ont mis en place de fort dans leur système de soins et de santé. Et de ne pas avoir un suivi morcelé, c'est quelque chose, on amène beaucoup en termes de santé, d'humanité, etc. Donc c'est vraiment, donc c'est possible. Mais oui, c'est possible et comme tu dis, en fait, ça demande une réorganisation de l'offre de soins sur le territoire. Ce qu'ils ont décidé de faire un jour en Nouvelle-Zélande, en effet. C'est ça. Mais ça, c'est des volontés politiques, quoi. Oui. Oui, il y a plusieurs possibilités, que ce soit dans cette question du suivi global ou même dans l'accompagnement postpartum qui est souvent aussi très important et qui est souvent laissé de côté. Notamment, moi, je trouve beaucoup en métropole de manière générale, on se focus sur l'accouchement, mais pas forcément sur l'après. Et il y a des pays aussi qui sont très orientés sur le suivi après, où il y a carrément des gens qui sont attitrés pour venir dès le retour de maternité. C'est exactement. Ça dépend des pays et comme tu dis, de comment c'est organisé. En tout cas, nous on milite pour ça. Alors on milite en interrogeant des gens, mais on essaye que ça soit entendu et que ça circule le plus possible pour comprendre l'importance de tous ces points. C'est une belle forme de militantisme. Merci à vous. C'est gentil. Notre idée, c'est délivrer de l'information dans le domaine public. Ça, en fait. Que ça soit mieux compris. Et je te rejoins, Capucine, dans ce que tu dis, qu'on se fixe beaucoup sur l'accouchement. Mais l'accouchement, c'est un temps, ça va pas durer, ça va pas durer 15 ans, quoi, je veux dire. C'est un temps qui est intense, hein. Pas un temps lambda, mais... Non, clairement. Voilà, mais ça va être pour un temps. Par contre, le postpartum et le devenir parent après, c'est toute la vie, en fait. Donc, oui, je suis d'accord avec toi qu'il y a encore à œuvrer aussi en France sur le suivi à la maison, sur le suivi de la parentalité. Mais il y a des choses qui se mettent en place. Je pense là, en Guadeloupe, on a une maison des 1000 premiers jours qui a ouverte il y a pas très longtemps.
voilà, c'est aussi un élan de ça, du suivi qu'on peut faire à la maison, du suivi après l'accouchement qui peut se faire, quoi. Ouais. On évolue petit à petit. Avant de se dire au revoir, qu'est-ce que tu aimerais dire aux parents présentant une pathologie ou un handicap qui, notamment, peut être suivi en maison de naissance, comme on dit depuis le début de cette interview, mais qui ont peur de se lancer? Déjà, j'aimerais dire à tous ces parents qui peuvent présenter des pathologies ou des antécédents ou voilà, n'importe quoi qui puisse se présenter à eux qui est spécifique. Tout le monde a ses spécificités, hein. Mais à ces parents-là qui peuvent avoir des spécificités supplémentaires, que déjà ils peuvent très bien aller s'informer à la maison de naissance, très bien aller voir la dynamique qu'il y a en maison de naissance, et puis voir avec les sages-femmes de maison de naissance, est-ce qu'ils sont éligibles ou pas. Mais même s'ils sont pas éligibles à la maison de naissance, et ce que je souhaite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que tout le monde ait un suivi qui soit personnalisé avec un fil rouge et que chaque famille puisse trouver une sage-femme qui leur est dédiée pour le moment de l'accouchement. Et en tout cas, même s'ils n'ont pas accès à la maison de naissance pour X ou Y raison, c'est d'en voir aussi la dynamique qu'il y a à la maison de naissance. C'est d'en voir la croyance dans la physiologie, dans ce qui peut se passer pour eux. Parce que, ok, ils peuvent avoir leur spécificité, mais dans tous les accouchements, il y a un fil rouge dans la physiologie. Même si des fois, il peut se passer X ou Y choses qui font qu'on peut s'en éloigner de la physiologie, mais l'accouchement, la grossesse, le après, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la maladie. On peut toujours être, même dans la maladie, on peut être actif, mais c'est toujours un moment où la femme peut être complètement active et actrice de ce qui est en train de se passer. Rien n'est hors de son contrôle à ce moment-là. Dans le sens de hors de son contrôle, c'est que il y a toujours des choses où elle pourra avoir main mise dessus parce que c'est en train de se passer dans son corps. Et que les professionnels sont bien formés. On fait des études qui sont longues pour accompagner les femmes qui sont enceintes, que ce soit les sages-femmes, que ce soit les gynécologues, que ce soit les auxiliaires par toutes les connaissances qu'elles peuvent avoir, etc. Mais n'empêche que ce qui est en train de se passer pour l'accouchement, ce qui est en train de se passer dans leur corps pour la grossesse, pour après, pour le postpartum, pour la connaissance au bébé, c'est les familles et les femmes qui savent le plus. Donc elles continuent en fait à se faire confiance sur ce qu'elles ressentent dans leur corps, c'est le plus important. Je donne l'exemple d'une femme que je connais bien, qui est présentée une hypertension très sévère avec des complications d'hypertension très importantes. Mais en fait, c'est elle qui a dépisté qu'elle avait un problème, c'est son conjoint qui a dit que elle est vraiment pas comme d'habitude et c'est moi qui vais l'amener à l'hôpital. Je veux dire, c'est pas les soignants qui avaient la toute-puissance et le savoir absolu sur ce qui était en train de se passer pour elle quand elle était à son domicile. C'est eux qui savaient. C'est pour ça que je dis que même si les gens ne sont pas éligibles à la maison de naissance, moi je les encourage à pouvoir voir ce qui se passe en maison de naissance, aller discuter avec les sages-femmes, voir si c'est possible un suivi ou pas, mais même si c'est pas possible, de pouvoir avoir cette possibilité de liberté dans ce qu'il est en train de se passer dans la grossesse et dans l'accouchement des gens, quoi. On peut avoir des spécificités dans sa vie, mais on a toujours des portes qui sont ouvertes pour pouvoir faire à notre façon, à nous, quoi, qui est singulière. Oui. J'allais dire, c'est pas se fermer des portes basées sur des a priori, mais quand même aller dialoguer et se renseigner au cas où, pour comprendre, Exactement. pour apprendre, pour savoir. Mais écoute, Laurette, merci beaucoup pour ton temps. Avec grande joie. Merci pour toutes tes réponses. On sait que c'était un sujet très vaste, qu'on peut pas traiter tous les cas particuliers, mais en tout cas, voilà, on a essayé de brasser les pathologies ou les situations qui sont le plus souvent évoquées, ou en tout cas qui sont les plus récurrentes dans les suivis de grossesse ou dans les accouchements. Comme toujours, on espère que l'épisode aura plu à toutes les personnes qui nous auront écoutés, que ça aura répondu aux questions, aux situations peut-être de certains auditeurs et auditrices, aux curieux, aux curieuses d'en savoir plus aussi sur le métier de sage-femme en maison de naissance. C'était une thématique qui nous tenait particulièrement à cœur, parce qu'il nous semble vraiment important que les gens comprennent que les maisons de naissance peuvent et veulent s'adapter à leur public, que ce soit dans le cadre d'une pathologie qui présente aucun risque pour la personne et aussi pour le bébé. En tout cas, voilà, tant que le cadre est sécuritaire physiquement,
et émotionnellement, ce qu'on a aussi dit à plusieurs reprises. Voilà, vous êtes bienvenus en maison de naissance et les sages-femmes prendront le temps qu'il faut pour écouter votre situation et s'adapter au mieux, quelles que soient vos conditions de vie, votre situation de vie. Merci de nous avoir expliqué un peu plus spécifiquement comment ça se passe au temps de naître, avec cette idée qu'un jour il puisse y avoir une uniformisation de la pratique sur tout le territoire français. N'hésitez pas à partager cet épisode, c'est la meilleure façon de nous aider à faire connaître justement toutes ces choses pour le bien commun, pour toutes les personnes en cours de suivi, en cours de questionnement, dans des situations singulières, plus ou moins singulières, comme tu viens de le dire. Et puis, c'est un moyen de nous offrir de la visibilité, de soutenir le podcast, juste avec un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Et puis aussi, de soutenir les maisons de naissance en général, parce que ça serait bien que chaque département puisse proposer cette offre de soins à un plus grand nombre. À bientôt, Laurette, et merci pour tout. Merci pour votre invitation. À très vite. À bientôt, Laurette. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Votre aide est essentielle. Si vous aimez notre travail, dites-le en partageant cet épisode, en nous laissant un commentaire ou en cliquant sur j'aime. Retrouvez-nous aussi sur Tipeee si vous souhaitez soutenir notre projet financièrement sur la page Tipeee/Par voix basse à voix haute. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. Et souvenez-vous, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.